Salut, c'est Thomas Rozek. Difficile, même en essayant très fort, d'avoir traversé l'année 2019 qui vient de se terminer sans avoir échappé à Aya Nakamura. La chanteuse est devenue une incontournable de la pop française, désormais complètement reconnue à l'international. On a appris par exemple tout début janvier qu'elle participerait à l'immensément célèbre festival américain de Coachella dans le désert californien au printemps prochain. Et malgré les moqueries sur son nom, sur son attitude, malgré la petite pointe de mépris qui continue de coller à la peau des musiques populaires dans leur traitement médiatique, elle est en passe de faire bouger, parfois sans qu'on s'en rende compte, énormément de lignes. Alors, histoire de comprendre pourquoi et comment cette trajectoire unique en son genre s'est mise en place, on a dégainé notre question rituelle. Qui êtes-vous, Aya Nakamura ? Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Deux invités pour répondre à cette interrogation, deux camarades journalistes, Narges Bahar, qui est notamment rap éditeur chez Deezer, et Olivier Lam, spécialiste musique chez Libération. J'ai commencé par leur demander à tous les deux tout simplement d'où vient Aya Danyoko alias Aya Nakamura. C'est Olivier Lam qui répond en premier. Aya Nakamura, elle vient d'Aulnay-sous-Bois, tout simplement. Elle vient d'une famille d'origine malienne. Elle est née au Mali elle-même. Elle est venue en France très jeune. Pendant longtemps, d'ailleurs, elle a laissé planer un doute quant à ses origines. Elle se définit pas comme française, ce qui est un sujet dont on pourrait éventuellement reparler. Et elle a grandi de manière vraiment tout à fait traditionnelle. Comme une jeune Française d'Aulnay-sous-Bois, elle a beaucoup écouté de la musique par le biais de la radio et surtout des chaînes de clips. Et elle a beaucoup rêvé devant les télécrochets. Ouais. Et elle raconte que c'est vraiment comme ça qu'elle est tombée dans la musique, quoi. Très jeune, elle se disait déjà un peu qu'elle voulait être une star, même si à l'époque, ces rêves-là semblaient très éloignés de la réalité dans laquelle elle vivait, finalement. Et qu'on lui interdisait un petit peu de pouvoir pleinement s'accomplir dans... Enfin, je dirais pas on lui interdisait, mais en tout cas, elle se l'interdisait peut-être elle-même. Mais en même temps, elle avait cette intime conviction qu'elle aimerait chanter. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Et dans les premières fois, lorsque Aya a pris la parole, en expliquant d'où elle venait, elle a parlé de sa maman, Griotte, qu'elle entendait chanter quand elle était toute jeune. Mais je dirais que elle a toujours été une jeune femme de son époque et je dirais une femme noire née en banlieue parisienne, d'origine malienne certes, mais qui finalement a grandi ici et qui a les codes de toutes les jeunes filles de son âge qui ont grandi dans l'environnement dans lequel elle a grandi. Comment est-ce qu'on l'a découverte ? Comment est-ce qu'elle émerge dans l'œil du grand public ? Elle émerge, alors la légende, moi j'ai jamais réussi vraiment à vérifier ça, elle aurait émergé via Facebook, par des chansons autoproduites, je ne sais pas de quelle manière, j'ai pas vraiment réussi à obtenir cette information d'elle quand je l'avais rencontrée il y a 1 an et demi maintenant, et elle aurait mis une chanson sur internet et qui aurait eu un effet viral. C'est comme ça qu'elle a été remarquée par ses producteurs. Et après, nous, côté grand public, comment est-ce qu'on l'a découverte ? Via ses featuring en fait, avec Gradure, je crois en premier. Elle a, comme beaucoup de chanteuses pour aller vite, de pop urbaine en France, de R&B, etc. Elle a d'abord fait ses armes aux côtés de rappeurs, c'est-à-dire dans les clips comme Vita ou comme d'autres, ce qui, je pense, pour elle correspondait tout à fait à une histoire traditionnelle de la pop en France, c'est-à-dire c'est comme ça qu'une chanteuse fait ses premières armes. Et ensuite, il y a un premier album, assez générique dans le paysage R&B français, mais qui bénéficiait quand même de sa voix et pas encore tout à fait de son invention, mais en tout cas de sa manière de chanter et sa manière d'exister, surtout dans ses chansons et dans ses clips. Le grand public a commencé à la voir arriver avec le titre Dja Dja, qui a été un énorme hit. Un hit qui était tellement énorme que ça a dépassé les frontières de la France. C'est-à-dire que c'est un morceau qu'on a entendu vraiment partout, en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Ça a dépassé le cadre de ce qu'on peut considérer comme de la pop française, dans le sens où c'est vraiment le titre qui l'a révélé un peu partout et qui lui a permis de se placer assez bien dans le top des ventes en France, en Belgique et dans certains pays d'Europe. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que sur Dja Dja, elle a atteint des records et donc elle a été la chanteuse qui a égalé le record d'Edith Piaf. Donc ce qui représentait à ce moment-là une curiosité, je pense, pour pas mal de monde qui disait qui est cette jeune femme qui vient de banlieue parisienne, qui est noire, qui fait de la pop et qui arrive avec des titres afro-urbains à se hisser à cette position-là, quoi. Nu e de bine cu tine, aveau dreptate și mama și tata.
qui la distingue, c'est la manière dont elle s'exprime et la manière dont son flow se pose et dont les mots nous arrivent. C'est toujours le même truc quand on parle par exemple de littérature, on dit il y a le style et il y a le fond. Je pense que c'est au-delà de ça. Je pense qu'il y a une manière de parler, de choisir les sujets et une manière d'aborder ces sujets. C'est tout ça réuni. Et effectivement, il y a une invention langagière évidente qu'on retrouve plus classiquement dans le rap, et dans un rap masculin. Ça, c'est un truc aussi dont on pourra reparler, mais effectivement, elle invente à un endroit où d'habitude, on n'a pas l'habitude d'entendre autant d'inventions. Et une invention qui d'ailleurs est à la fois extrêmement fertile et aussi extrêmement personnelle, à tel point qu'il y a des mots qu'elle utilise et dont on a l'impression qu'elle était la première à les utiliser. C'est-à-dire que c'est pas seulement, on va dire, un langage, un vernaculaire qui serait de, je sais pas, de sa bande de copines ou de son quartier ou d'un type de quartier, par exemple en France, mais qui est celui de Aya Nakamura uniquement, et qui ensuite, elle est son propre foyer linguistique, j'ai envie de dire, et ensuite ça se répand à travers ses chansons. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux mots tout le temps. Moi, quand j'écoute des sons des States, il y a plein de nouveaux mots, tu vois, on n'utilise pas tout le temps le langage de Molière. Je suis dans mon comportement. Ça veut dire être bien dans sa peau et s'assumer entièrement. Pas se la péter, mais limite, quoi. Dja, c'est un mec comme tout le monde qui va raconter des salades sur une fille. Un Dja, c'est un menteur. Ce qui la distingue, c'est sa manière de chanter, qui est à la fois fragile et hyper forte. C'est sa manière de penser la mélodie. Elle se définit elle-même comme une top lineuse, c'est-à-dire ce truc qui nous vient des États-Unis, qui est en gros le gimmick avant tout. En gros, aujourd'hui, on n'écrit plus une chanson en se mettant derrière un piano et en enchaînant refrain, couplet, pont. Aujourd'hui, on cherche avant tout des gimmicks. On fait ça devant un micro et il y a les chansons de Rihanna, de Beyoncé et autres, aujourd'hui Niska, en fait, elles se font devant des micros et on cherche et on trouve des mots qui s'enchaînent bien et on trouve une mélodie qui va avec et on sait que si on en met 7, 8 dans une chanson, a priori, on a de bonnes chances d'obtenir un tube. Elle réfléchit comme ça et ça s'entend tout de suite, effectivement, dans sa manière d'utiliser certains mots, de les répéter, de les distordre, etc., pour arriver à des refrains qui rentrent dans la tête tout de suite. Ça, c'est vraiment un talent qu'elle est, je pense, une des rares en France à avoir, en tout cas. C'est quelque chose qu'elle cherche à obtenir. Et les chansons les plus fortes de son album Nakamura sont tous des morceaux qui sont avant tout des mots en cadence qui restent. Et ensuite, il y a sa manière de les incarner et son identité d'artiste qui est très forte et qui est inédite aussi, et on va dire dans la pop urbaine en France et dans la chanson française en général. Le simple fait d'utiliser un vocabulaire comme celui-ci ou de faire des morceaux j'ai envie de dire un peu sensuel sur son album Nakamura. Il y a une parole qui est libérée, affirmée, de femme forte. Et donc finalement, je pense que voilà, les gens ont besoin aussi d'avoir des modèles comme cela en France. Aux États-Unis, bien entendu, on a des Rihanna et des Beyoncé. Mais c'est vrai que en France, on manque cruellement de représentation diversifiée dans la pop. Donc, elle est arrivée là où finalement on ne l'attendait peut-être pas, mais elle a pris une place là où les gens l'attendaient depuis longtemps. Historiquement, la chanteuse de R&B, telle qu'elle apparaît dans un clip, par exemple le côté d'un rappeur, elle est gentille, entre guillemets, pendant que le rappeur est méchant. Enfin, c'est un truc un peu très basique et assez sexiste. Et effectivement, elle brise complètement ça, puisqu'elle passe sa vie à chanter effectivement des défiances vis-à-vis de la société, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de... C'est beaucoup des histoires d'amour, mais c'est des histoires d'amour qui se passent pas très bien. Et notamment parce qu'elle se laisse pas faire. Et il y a aussi sa manière d'utiliser l'argot, d'utiliser certains mots. Elle dévoile en fait une réalité dont on a l'impression qu'elle avait jamais été incarnée, en tout cas raconter de cette manière, d'une manière aussi, on va dire, directe dans la pop, qui est des jeunes femmes aujourd'hui en France qui ont une manière autre d'aborder l'amour, le travail, l'indépendance, la dépendance aussi. 1 million de choses, effectivement, dont on avait toujours l'impression qu'elles étaient abordées d'une manière et selon un schéma, et là, elle explose ça de manière presque transparente. Il y a des moments où elle est tellement... dans une tchatch tellement, et dans une manière d'écrire qui est tellement proche de la tchatch, en fait, qu'on a l'impression qu'effectivement, on a une jeune femme qui nous parle directement, avec qui on discute, et c'est un truc qui est très rare dans la pop. On attend d'elle, du coup, énormément de choses. Notamment, on attend, j'ai l'impression,
dans l'œil du public et de la critique des fois, qu'elle se positionne et qu'elle incarne quelque chose de plus politique, comme peuvent l'être justement, on citait Beyoncé, Rihanna, ces figures américaines desquelles on la rapproche énormément. Il y a l'époque, il y a le grand public qui effectivement a besoin de justifier le succès d'artistes quand ils viennent de musiques qui sont largement dépréciées. Bon, c'est moins en moins le cas. Aujourd'hui, on sait que la pop urbaine est rentrée en rotation lourde sur France Inter, par exemple, qu'aujourd'hui on critique beaucoup de disques de variété, entre guillemets, qui ne viennent pas de la variété historique des années 80, 90, et qui est critiquée comme de la musique à proprement parler, qui est de moins en moins dénigrée, et du coup, elle arrive, j'ai envie de dire, à un moment un peu de conjonction de tout ça. Donc effectivement, on a envie de justifier le plaisir qu'on a à écouter la musique d'Aya Nakamura d'une manière, voilà, on justifie toujours, c'est pas nouveau, hein, les premiers rappeurs qui ont eu du succès, MC Solar, on disait que c'était un poète, voilà, il y a toujours des biais un peu pénibles par lesquels on passe. Moi, je pense quand même qu'elle change vraiment quelque chose dans sa manière de parler d'amour. Il faut quand même réaliser à quel point elle casse les codes. Elle casse vraiment les codes traditionnels du R&B français, par exemple, avec sa tchatch, avec sa manière d'assumer son indépendance et aussi des sentiments en fait, qui sont assez négatifs. Il y a cette chanson qui s'appelle « Dans ma bulle », où en gros, elle est vraiment dans un rapport, je sais pas, de sociabilité, vraiment... Moi, j'avais jamais entendu ça dans une chanson d'aucune sorte, en fait. Elle est, enfin, je sais pas, on pourrait parler, je sais pas, de Ferré ou de gens comme ça. Donc, fatalement, effectivement, entendre une jeune femme chanter de manière aussi forte aujourd'hui l'existence, tout simplement, d'un certain certaines catégories de la société française de cette manière-là, ça a un effet vraiment de réel très fort, et c'est comme si tout d'un coup, elle existait sous nos yeux à travers des chansons. Tu disais, on veut la voir de telle manière, etc. Je pense que son premier public s'en fout complètement, en fait. Il y a juste un effet de cathartique très fort à entendre enfin quelqu'un chanter une réalité qui jusque-là n'avait pas été chantée de cette manière-là. Et c'est vrai que quand on lui parle et qu'on essaie de lui demander de s'expliquer, elle dit, moi, ça vient de mon caractère, en fait. Et je pense qu'elle ment pas quand elle dit ça. Elle dit, moi, j'ai un caractère indépendant, asocial, je suis quelqu'un d'assez dur avec mes amis, je suis quelqu'un d'assez dur, faut pas me trahir, etc. Et je pense qu'elle arrive à retranscrire, à coucher ça dans ses chansons, à un endroit où, de la musique, dans un champ musical où on l'avait jamais entendu, en tout cas dans la voix d'une jeune femme. De toutes les façons, à partir du moment où on est une femme et qu'on devient une figure publique, ou du moins qu'on prend un poste à responsabilité, en tout cas que, on va dire, on a une importance dans la société, ça devient politique en fait. Parce que finalement, on se rend compte que le traitement, j'ai envie de dire, médiatique, pour aller plus loin même sociétal, de la place de la femme dans notre société est constamment remis en question. Donc, in fine, oui, quand on est une femme noire et qu'on fait de la pop en France, on va devoir expliquer certaines choses. La difficulté aussi, c'est qu'il y a tout un truc en termes de représentation, parce que c'est une femme noire, et que, en fait, elle-même, elle l'expliquait concrètement, que même dans les débuts, on lui demandait peut-être de s'éclaircir un petit peu la peau pour paraître moins noire, etc. Donc, il y a toutes ces questions qui sont relatives à son identité, mais qui, pour moi, est l'identité d'une femme noire née en banlieue parisienne. Donc, c'est très difficile de juxtaposer son expérience à celle d'une femme afro-américaine qui est Beyoncé, qui a en plus grandi dans l'Amérique profonde, ou d'une femme noire comme Rihanna, qui, elle, a grandi dans les Barbades et qui a une culture plus, j'ai envie de dire, afro-caribéenne. Et la difficulté, en fait, c'est qu'on a tendance à mettre toutes les femmes noires dans le même sac, alors que les expériences sont complètement différentes et que c'est très, très difficile d'avoir un discours global où on dit on va mettre toutes les noires ensemble, parce que ça voudrait dire nier les expériences qui sont quand même très relatives à l'endroit dans lequel on a vécu et à l'environnement qu'on a créé autour de cela. Sur ces questions-là, quand on a tendance à dire qu'une Aya, elle est au même stade qu'une Rihanna ou qu'une Beyoncé, en fait, moi j'ai envie de dire, non, c'est pas possible, parce que elles n'ont pas du tout les mêmes chemins de vie et les mêmes origines, et elles se sont pas créées dans les mêmes environnements. Il y a quand même un élément qui fait aussi qu'elle est extrêmement à part dans cet univers de la pop française, c'est son succès à l'international et la manière dont elle est perçue à l'international et dont elle est revendiquée par de plus en plus d'artistes en dehors de la France. Il faut d'abord dire quand même qu'elle a percé quand même dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest
notamment le Mali, avant de percer en France, entre guillemets. Et ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, en fait, dans l'histoire de la pop. Elle n'est pas la seule. Hein. Il y a beaucoup d'artistes britanniques qui entretiennent des liens de plus en plus étroits avec beaucoup d'artistes anglophones, par exemple du Nigeria. Enfin, voilà, on connaît ça. Elle a collaboré, elle, avec des artistes comme Davido. Et moi, j'y vois vraiment l'évolution en fait, d'une pop, on va dire, mondialisée en général. Pour moi, elle est comme Stormzy, par exemple, au Royaume-Uni, ou Rosalia en Espagne. C'est-à-dire qu'elle est tellement forte, je pense, dans sa manière d'embrasser la pop, et les codes de la pop qui, jusque-là, avaient largement été définis par les usines anglo-saxonnes, qu'elle, peu importe la langue dans laquelle elle chante, en fait, elle est immédiatement plus que compréhensible, en fait. Elle est puissante, en fait, dans plein de pays en même temps. Et je pense que la langue anglaise ne va cesser de perdre du terrain dans les années à venir, parce qu'en fait, à partir du moment où un artiste intègre certains codes, on va dire, pour se faire comprendre, peu importe la langue dans laquelle il chante. Et c'est pas par hasard qu'elle a sorti plusieurs remixes, notamment par Lil Pump en anglais, de Pookie, qui est un morceau qui, effectivement, peut marcher sur un dance floor n'importe où. Et elle-même embrasse en fait des codes musicaux qui vont bien au-delà du R&B anglo-saxon, notamment évidemment de la musique africaine, afro-trap pour parler de ce qui est produit à Paris, mais aussi ce qu'on appelle tous les beats Naija ou afrobeats du Nigeria, Ghana, etc., etc. Et puisqu'il a notamment été question dans cet épisode de représentation et de l'importance de l'identité de femme noire d'Aya Nakamura dans son parcours, je vous invite à écouter ou à réécouter l'entretien avec la chercheuse Maboula Soumaoro qui compose un de nos tout récents épisodes et où ces sujets sont largement aussi abordés. Il s'appelle « Être noir en France ». Merci à Narges Bahar et Olivier Lam pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Itel El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.